Bon, bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Stéphane Calment, je travaille à l'IRD, qui est un institut de recherche qui a vocation à travailler pas mal en dehors de métropole et en particulier dans toute la zone intertropicale. Mais je suis quand même rattaché au Lagos comme Annie et Jean-François ce matin. Donc moi je vais, après que Annie vous ait fait cette présentation qui donne vraiment l'overview, la vision globale de l'état des connaissances sur toutes ces questions du cycle de l'eau à l'échelle globale et les grands échanges entre les océans et les continents. Moi, je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, un petit peu du point de vue technique et parfois un petit peu aussi du point de vue politique sur cette question des fleuves, puisque le problème des fleuves, c'est quand même aussi beaucoup un problème, bon, effectivement humain et donc politique. Alors, comme l'a mentionné Annie, effectivement, l'Europe vient de lancer a commencé en fait il y a une vingtaine d'années, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister, il y a une vingtaine d'années à mettre en place un grand programme spatial qui au début s'appelait GMES et maintenant s'appelle Copernicus. Donc vous voyez que c'est des décisions qui ont été prises il y a une vingtaine d'années sur un projet qui coûte à peu près 20 milliards de dollars, qui ont pour objectif donc de fournir à l'Europe des connaissances sur sur la plupart des grands paramètres environnementaux. Et un deuxième exemple, et qui vous a déjà été pas mal présenté, c'est cette mission SWOT qui va être une mission franco-américaine. Et juste, encore une fois, pour que vous ayez un petit peu une idée, c'est une mission qui, elle toute seule, coûte 1 milliard de dollars, à peu près avec 2 tiers de la NASA et 1 tiers du CNES. Donc vous voyez que c'est des budgets qui sont extrêmement conséquents, c'est beaucoup d'argent public, et donc il est toujours un petit peu intéressant de voir qu'est-ce qui a justifié de décider de ces grandes dépenses. Par exemple, pour la France, c'est quand même un projet qui a été décidé au niveau du projet d'investissement d'avenir. Et je voudrais rappeler que c'est quand même Annie qui est un petit peu à l'origine de ce grand projet. Et donc, vous voyez, il y avait des décisions. On a commencé, je crois, à en discuter à peu près en 2002. Et donc, bon, vous voyez que c'est des décisions qui ont été prises il y a assez longtemps et qui engagent beaucoup d'argent et beaucoup de monde. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Et donc, de voir en fait en quoi ces décisions sont aussi des réponses à un contexte. On a un problème qui est le changement climatique, qui du point de vue scientifique est un problème qui a été identifié il y a quand même donc à peu près une vingtaine d'années, même si c'est plus récemment que ça est apparu sur la scène publique. Et donc, quand on le regarde dans ce contexte du changement climatique, ce qu'Annie a bien montré, c'est qu'on a un gros problème donc, sur certaines variables, et donc on a absolument besoin de mesurer les grandeurs physiques. Alors là, je vais me concentrer un petit peu sur les fleuves, mais si vous regardez la figure en haut à droite, vous voyez qu'en fait, il y a un truc qui est assez surprenant, c'est qu'on a une diminution dramatique, je dirais presque catastrophique, du nombre de mesures disponibles. Cette figure en haut représente la quantité de mesures qui est disponible dans la base de données qui est une émanation de l'UNESCO, donc quelque chose à la fois public et normalement pas trop politique, sur lesquels tous les pays sont censés donner volontairement, contribution volontaire, de leurs mesures de débit dans les fleuves. Et vous voyez que, bon, on a eu un pic à peu près à la fin des années 70, début des années 80. Depuis, ça diminue dramatiquement et on est revenu en 2015 au niveau d'où on était au niveau de la Première Guerre mondiale. Alors que, bien évidemment, la technologie a évolué, les moyens de distribuer, de communiquer cette information, tout ça a énormément évolué. Et ce n'est pas forcément une question de richesse des pays. C'est un constat que l'on peut partager partout. Si vous regardez la figure de gauche, c'est le nombre de stations aux États-Unis. Alors, la quantité totale de stations aux États-Unis, elle reste à peu près constante, il n'y a pas trop de problème, sauf qu'en fait, on remplace des séries qui sont anciennes, souvent par des nouvelles séries. Ça maintient globalement la quantité d'informations, mais ce qui est dramatique là, c'est qu'en fait, on perd des enregistrements de qualité climatique. C'est-à-dire que tous les ans, on perd à peu près une centaine de stations qui ont plus de 30 ans ou 40 ans de séries de données, de profondeur temporelle de la série, et c'est justement ça dont on peut avoir besoin si on veut commencer à aborder des problèmes climatiques, puisqu'on a besoin de pouvoir, comme l'a montré Annie, sortir un petit peu la variabilité interannuelle des grandes tendances générales.
Et quand on fait le bilan, en fait, de tout ça, eh ben, on arrive donc à la figure qui est en bas à droite, encore toujours extraite du GRDC, hein, cette base de données internationale, et on voit qu'en fait, il y a des régions entières du globe sur lesquelles on n'a quasiment aucune visibilité. Bon, quand on regarde donc les points bleus, c'est les zones qui sont, je dirais, qui jouent à peu près le jeu, qui envoient régulièrement leurs données dans cette base de données. Mais vous voyez qu'en particulier sur tout ce qui est la partie asiatique de la Chine, de l'Inde. Alors l'Inde, par exemple, en plus, on superpose éventuellement aux problèmes politiques des problèmes religieux, c'est-à-dire qu'il y a des fleuves qu'il est interdit de mesurer pour des régions religieuses. Et si vous prenez en Afrique, par exemple, toute l'Afrique centrale, là, c'est plus pour des régions politiques, d'instabilité ou des choses comme ça. Il faut voir que la moitié du bassin du Congo est une zone quasiment interdite. Il est impossible d'aller y faire des mesures. Donc, vous voyez qu'en fait, on a une perte d'information qui est assez dramatique sur l'état, en fait, des fleuves, des grands fleuves du monde. Et donc, comme l'a rappelé Annie, hein, et du coup, le transfert d'eau douce vers les océans est une des variables, voire la variable la moins bien estimée du cycle hydrologique global. Et donc, alors, se pose donc la question de comment faire. Alors, il y a une variable pour ce qui est des grands fleuves qui est vraiment le Graal des hydrologues, qui peut être sur lesquels ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour arriver à faire cette mesure, qui est le débit. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu comment on a pu arriver avec les satellites à remplacer toutes ces mesures manquantes que je vous ai présentées précédemment pour le faire, du coup, maintenant par satellite. Donc, alors, je crois que j'ai des soucis de compatibilité. Oui, ben voilà, bon. Bref, il y avait un titre qui a disparu. Je suis désolé, petit souci de compatibilité. Historiquement, ce que l'on a appris, il faut voir que la mesure des flux d'eau dans les fleuves, c'est quelque chose qui a un très très grand historique. C'est des centaines d'années, voire des milliers d'années d'expertise, si on remonte aux Égyptiens. Mais en gros, la technique consiste à faire la chose suivante. Vous installez une règle de mesure sur le côté de la rivière, avec un opérateur qui va lire les cotes d'eau tous les jours. Vous faites en même temps des mesures de débit avec un instrument. Alors vous voyez que maintenant l'instrument, on appelle ça des ADCP, c'est quand même moins risqué que ce que je vous ai montré précédemment. On arrive à faire ça de façon beaucoup plus tranquille, en jouant en plus sur un truc qui est, bon, c'est un petit peu de physique amusante, c'est qu'on ne sait pas mesurer des mètres cubes par seconde. C'est-à-dire on ne sait pas mesurer le déplacement de tout un volume d'eau par un pas de temps donné. Par contre, ce que l'on sait mesurer, c'est la vitesse des particules dans toute la section de la rivière. Et vous voyez que si on multiplie effectivement donc une vitesse des mètres par seconde par des mètres carrés, on arrive bien à retrouver des mètres cubes par seconde. Bon, il y a des petits théorèmes de maths et de physique derrière, mais bon, c'était juste pour ce truc un peu amusant. Donc, une fois que l'on a fait quelques mesures ADCP, qui, vous voyez, sont assez compliquées, en fait, ce que l'on fait traditionnellement, c'est qu'on établit ce qu'on appelle une courbe de Tarrage, qui va être la relation donc, que l'on va essayer de faire passer par l'ensemble des couples mesure de débit, mesure de hauteur à un instant donné. On essaye de retrouver la relation qui relie tous ces couples et on obtient ce qu'on appelle une courbe de Tarrage et qui va permettre après, une fois que l'opérateur vous fait toutes les lectures quotidiennes de la hauteur de l'eau, et ben, en reportant cette hauteur de l'eau sur votre courbe de Tarrage, vous pouvez avoir la valeur du débit équivalent sans avoir à faire des mesures de débit tous les jours, ce qui est à la fois fastidieux et bon. Donc, je reprends. Et donc, notre objectif, ça va être, vu que l'on n'a plus accès quasiment à l'ensemble de cette information au niveau global, ça va être essayer de voir comment on peut faire autrement pour obtenir cette information et donc faire pareil avec un maximum d'informations qui soit à la fois libre et gratuite et donc, effectivement, en provenant de missions satellitaires, puisqu'il devient quasiment impossible maintenant de l'avoir à partir des données in situ. Et donc, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur, et à partir du fait qu'un satellite, typiquement les satellites que l'on utilise, qui sont dans la gamme à 500 à 1000 km d'altitude, ils font en gros le tour de la Terre en 1 heure, d'accord ? Et par exemple, si on combine bien donc ça avec la rotation de la Terre, on peut obtenir un maillage au sol qui est sur cet exemple, donc qui est un exemple
qui a été très utile en altimétrie, qui a été utilisé par 3 missions successives, la mission ERS-2 et Envisat de l'ESA, puis la mission SARAL partagée par le CNES et l'agence indienne de l'ISRO, qui vous fait un maillage de 500 traces montantes et traces descendantes de l'autre côté. Et comme si vous synchronisez bien les deux vitesses, la vitesse de rotation du satellite sur son orbite et la vitesse de rotation de la Terre, vous arrivez à revenir exactement dans la même situation combinée des deux tous les 35 jours, et vous répétez ce maillage tous les 35 jours, avec dans ce cas-là un intertrace à 80 km. Et donc sur ce type d'orbite, comme ça a été déjà présenté par Annie et Jean-François, on va utiliser des satellites que l'on appelle donc des satellites altimétriques. Alors l'altimétrie, juste un petit peu pour l'anecdote, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu comme le GPS. Ce sont des technologies qui sont héritées un peu de la guerre froide, qui ont été développées dans les années 60-70, avec les premiers lancements de satellites à peu près à cette époque, qui au départ avaient des objectifs militaires. C'était fait pour mesurer la surface des océans, et mesurer la surface des océans, ça avait 2 objectifs. Un, connaître la structure interne, la stratification de l'océan pour pouvoir cacher des sous-marins. Et 2, connaître effectivement, améliorer la connaissance du champ de gravité pour pouvoir mieux lancer des missiles d'un continent à l'autre. Donc, vous voyez que l'utilisation de ces techniques pour les eaux continentales et en particulier pour les rivières, ce n'était pas du tout dans les objectifs, mais bon, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a réussi quand même à réutiliser ces missions pour ça. Et tel que ça avait été défini, en fait, l'idée c'est que vous lancez donc un écho qui part du satellite, qui est représenté ici sur ce diagramme. Vous avez la suite de tous vos échos qui sont là. Vous attendez un peu le temps aller-retour du satellite et vous avez de l'énergie qui est renvoyée par la surface de la mer qui revient au satellite. Et à partir de l'analyse de ce que l'on appelle donc les échos, les formes d'ondes dans le terme technique, vous pouvez en déduire quel est le temps. Bon, donc on peut en déduire la distance entre le satellite et la rivière. Et donc comme le satellite, l'orbite du satellite, c'est quelque chose aussi, il faut bien voir, c'est qu'on est capable maintenant donc de calculer l'orbite d'un satellite à quelques centimètres près. Il y a Pascal qui est là dans la salle qui pourra en dire beaucoup, même mieux, tu dis. Voilà. Donc on est capable, du coup, par déduction, d'en déduire quelle est la hauteur de l'eau. Le problème que l'on va avoir par rapport à cette situation un petit peu idéalisée, et pour laquelle les satellites avaient été vraiment bien tunés dès le départ, c'est que quand on est sur une rivière, c'est encore pire que quand on est en côtier, puisqu'il y a de la terre des deux côtés de la rivière, donc les échos sont énormément pollués, c'est-à-dire que vous avez, bon, comme quand même on choisit une longueur d'onde qui est adaptée, on a l'essentiel de l'écho qui vient de la rivière, mais vous avez plein de pollution qui peut venir des bords, et par rapport aux échos, aux superbes échos que je vous ai montrés tout à l'heure, vous pouvez voir que pour un même pulse, une même impulsion initiale, vous avez en fait des échos qui sont extrêmement perturbés, et il est beaucoup plus difficile d'arriver à retrouver la bonne hauteur, donc la bonne distance entre l'eau et le satellite, et donc la bonne estimation de la hauteur. Et donc les erreurs sur l'estimation de la distance, en gros, sont après, je pourrais dire, une vingtaine d'années de travail là-dessus, au niveau de pas mal d'équipes internationales. On arrive maintenant à quelques dizaines de centimètres de précision, comparé au centimètre, voire mieux, donc maintenant qui est obtenu au niveau de la mer et qui permet les estimations de montée du niveau de la mer que vous a présenté Annie. On en est encore plutôt au niveau de la dizaine de centimètres, mais en fait, on a aussi énormément encore d'erreurs d'interprétation. Ce que je vais vous présenter un petit peu maintenant, c'est pour vous montrer un petit peu le contexte de la différence entre ce qui se passe sur les rivières et ce que l'on sait faire sur les océans. Donc je vous montre ça sur un exemple un peu caractéristique sur la rivière Amazone. Donc ça, vous voyez ici, vous reconnaissez, bon, vous avez le fleuve Amazone de l'amont vers l'aval, il coule comme ça, et vous avez ici une station de mesure dans la ville de Parintins, qui est quelque chose qui est une station que l'on connaît bien, on l'a nivelée, on connaît bien, et en plus on a fait des tas de profils sur la rivière, on connaît très bien la ligne d'eau de la rivière, et on va s'intéresser à cette zone où en fait on a des traces, des passages d'à peu près tous les satellites que l'on connaît, qui se trouvent à passer dans à peu près 15 km autour de cette station. Donc en fait, si on regarde les enregistrements du niveau d'eau à cette station, voici une série à peu près sur une vingtaine d'années. En fait, on a 50 ans d'enregistrement. Vous voyez, sur une vingtaine d'années, en fait, le niveau varie d'à peu près une dizaine de mètres, de 6 à 16 mètres de haut. Bon, c'est l'Amazone, ça monte beaucoup. Il y a des endroits où ça monte plus, ça peut monter jusqu'à une quinzaine de mètres. Et quand on regarde en fait la distribution de ces valeurs,
Donc, je vous les présente ici donc, sur la forme de ce que l'on appelle un histogramme. Vous voyez donc ici, c'est numéroté de 0 à 100% des mesures, ce qui veut dire que vous avez 100% des mesures qui sont entre 5,50 m et 15,50 m. Bon, c'est un peu bête à dire comme ça, mais du coup, on peut voir aussi que, par exemple, 50% des mesures sont inférieures à 11,50 m et bien sûr, 50% supérieures à 11,50 m. 75% sont inférieurs à 13,50 m et ainsi de suite. On peut avoir un peu la distribution de l'ensemble des mesures et donc la distribution aussi, bien sûr, de la cote de l'eau, de la hauteur de l'eau dans cette rivière. Et ce que on va voir maintenant, si on va comparer donc, cette réalité observée par la règle avec ce qu'ont obtenu les différents satellites pour vous montrer un petit peu l'évolution de la technologie sur ces mesures et voir comment le problème en fait, de la mesure par satellite, à la fois, il avance bien, mais ça a été un petit peu difficile. Donc ça vous montre exactement cette même courbe d'histogramme. Vous voyez cette courbe en gris qui est ici, c'est la même que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. En noir, en gros trait noir, vous avez cette même courbe grise, mais telle qu'elle devrait être vue par le satellite si le satellite était parfait. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu toutes les mesures, on a cumulé l'ensemble de toutes les mesures du satellite qui repassent en fait, cette famille de satellites est passée tous les 10 jours, donc forcément on a un sous-échantillonnage dans le temps. Donc, à la fois pour le premier satellite de la famille, TOPEX qui était de 92 à 2002, puis Jason 1 2001-2008, Jason 2 2008-2016, et celui qui est en vol actuellement depuis 2016, qui est Jason 3. La courbe colorée qui est à côté, c'est les valeurs de hauteur, donc telles qu'on les a par le satellite. Donc, encore une fois, si ces mesures du satellite étaient parfaites, elles devraient être exactement collées sur la courbe noire. Et ce que l'on peut voir, c'est que par exemple avec TOPEX, on avait énormément de valeurs qui étaient fausses, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de valeurs faibles là, ou ce qui aurait dû être des valeurs faibles sont en fait des valeurs qui ont été vues par le satellite comme beaucoup plus haut. En fait, typiquement, c'est la berge. Le satellite s'est arrêté à la berge, il n'a pas vu la rivière descendre aussi bas, à partir d'à peu près, vous voyez ici, à partir d'à peu près 10-11 mètres de là. Que ça s'est un petit peu amélioré avec Jason 1, c'est-à-dire que la différence entre la courbe rouge et la courbe noire est quand même nettement moins marquée que c'était pour TOPEX, que pour Jason 2, ces courbes sont encore plus proches, et que pour Jason 3, on arrive quand même à des choses qui sont pas mal, c'est-à-dire qu'avec Jason 3, on n'a quasiment plus d'erreurs, toutes les mesures telles qu'on les a par le satellite sont à peu près sont les mêmes que celles que donne la règle pour le même échantillonnage. Alors, ça, c'est pour vous montrer qu'en fin de compte, ça dépend un petit peu aussi du capteur, que le problème dépend un peu du satellite, c'est-à-dire que c'est à peu près la même période. Vous voyez, ERS2 95, puis Envisat et maintenant Saral jusqu'en 2016. Donc, ça couvre à peu près la même période. C'est plus ou moins la même technologie, les mêmes satellites. Par contre, voilà, ça, c'était une mission CNES-NASA. Ça, c'est CNES... oui, CNES-NASA. Ça, c'était des missions ESA et ça, une mission CNES-ISROL. Donc, il y a la technologie à bord, en plus du satellite, qui fait que cela, en fait, dans ce contexte-là, vous voyez que les courbes sont beaucoup plus proches les unes des autres. Donc, on arrivait mieux à restituer les hauteurs de l'eau à cet endroit-là, avec cette deuxième famille de satellites. Voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer que là, entre ces deux figures-là, c'est les mêmes données, le même satellite, c'est le traitement qui a changé. Et donc, vous voyez que cette courbe-là, en fait, le traitement est un petit peu meilleur. On a la courbe orange qui est plus près de la courbe noire que dans ce cas-là. Donc, tout ça pour vous dire que il y a eu beaucoup de travail, c'est assez long et c'est pas forcément évident d'arriver à avoir des bons résultats. Je mentionne juste pour le plaisir deux autres missions qui sont la mission ISAT, qui est une mission laser et qui est en fait une mission récupérée de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, c'est-à-dire qu'après le mandat de Ronald Reagan, les choses se sont un petit peu arrangées en termes de guerre froide, on va dire, et ils se sont retrouvés avec des satellites laser qui devaient être lancés et qui n'avaient plus de justification militaire et qui ont pu être récupérés pour des objectifs scientifiques. Et donc ça, c'est un satellite avec d'altimétrie, mais laser et non plus radar. Le deuxième, ISAT-2, vient d'être lancé il n'y a pas longtemps. Les résultats sont incroyables. C'est magnifique. Et donc, ce sont sur cette série temporelle, ce sont les points bleus qui sont ici. Alors, comme c'est un satellite qui a été prévu pour les pôles, en fait, il est sur une orbite qui n'est pas du tout répétitive, comme ce que je vous ai présenté au début à 35 jours ou à 10 jours. Là, on est sur des répétitivités de l'ordre de l'année. Donc, en fait, on prend les données un peu comme
comme quand par hasard il passe au-dessus de l'endroit qui nous intéresse, mais vous pouvez constater que les données sont vraiment parfaites, les erreurs sont vraiment de l'ordre de là on est dans quelques centimètres. Et le deuxième satellite, c'est le satellite Cryosat, qui est un satellite de l'ESA, qui a été lancé en 2010. C'est un peu le même contexte. Alors ça, c'est pareil, avec des données, c'est un satellite polaire, excusez-moi, une mission polaire, donc avec une très longue répétitivité, donc assez peu d'intérêt en soi. On prend les données quand elles passent, mais on n'a pas un échantillonnage régulier en chaque endroit. Par contre, ce satellite, il était intéressant parce qu'il avait 2 antennes. Et avec les 2 antennes, on a compris énormément de choses sur l'interaction entre l'altimétrie et les objets en eau. On a fait énormément de progrès parce qu'on a pu faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. Je ne rentrerai absolument pas dans les détails, mais on a gagné énormément de choses, et en particulier pour les nouvelles missions comme celle que je vous ai présentée, qui sont les missions Copernicus et la mission SWOT. Donc elles ont été... Voilà. Et dernier élément, là je vous ai présenté des trucs sur les grandes rivières, donc vous pouvez me dire, ouais, bon, bah d'accord, mais enfin mesurer l'Amazone à la limite, hein, c'est pas forcément, à la fois c'est important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et donc là je vais vous donner juste pour le plaisir un exemple. Vous voyez cette petite rivière, en fait c'est une toute petite rivière dans le bassin amazonien, et alors elle est quelque part par là, hein. Donc si ça marche, je vais essayer de zoomer. On y est arrivé tout à l'heure, je ne sais pas si ça... Non, ben ça ne marche pas, voilà. Bon, c'est pas grave. Non, mais normalement, là... Bon, non, ça ne veut pas démarrer. Bon, ah, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pour vous montrer, on est parti... J'ai zoomé depuis l'altitude du satellite, voilà, jusqu'au sol. Donc, vous voyez un peu pour vous voir que depuis le satellite, à quel point cette rivière paraît invisible, en fin de compte, tellement elle est petite, hein, et qu'en fin de compte, on arrive à avoir des résultats extraordinaires sur une toute petite rivière comme ça. Alors, cette rivière, donc, qui s'appelle le Rio Pardo, il y a 2 traces, 2 passages satellites qui sont quasiment je crois que ça doit faire 2 km l'un de l'autre, d'accord. Et il se trouve qu'ils sont à 36 heures, c'est-à-dire ça passe dans un sens, ça revient dans l'autre sens 36 heures après, et donc on peut considérer que c'est quasiment 2 mesures instantanées que l'on peut comparer entre elles. Et ce qui se passe, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur une rivière comme ça, c'est que la taille des mesures est très très grande, c'est-à-dire que même si l'antenne elle est très bien focalisée, arrivée au sol, les tâches sont énormes. Et donc la mesure sur une petite rivière comme ça, en fait une petite rivière comme ça, elle est mesurée par plein de mesures successives, hein, que j'ai schématisées ici, c'est-à-dire vu de l'antenne, en fait, votre rivière cible, elle va se déplacer d'un bord à l'autre du cône de visibilité de votre antenne du satellite, donc depuis le bord, en passant par le centre jusqu'à l'autre bord. Et donc vous voyez que la distance, en fait, va diminuer depuis le bord jusqu'au milieu, où là vous êtes à la verticale, donc vous avez la distance minimum, puis elle va réaugmenter. Et par contre, l'amplitude de l'écho, lui aussi, va varier, c'est-à-dire que plus vous êtes incliné, moins votre cible va renvoyer d'énergie, hein, et plus vous êtes à la verticale de la cible, plus elle vous renverra d'énergie. En jouant sur tous ces paramètres physiques et géométriques, en fait, on peut utiliser tout un ensemble de mesures, alors qu'éventuellement, il n'y a aucune de toutes ces mesures qui est exactement au-dessus de la rivière. On peut utiliser toutes ces mesures pour rattraper aussi les variations de niveau sur une toute petite rivière. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça a donné sur cette rivière, où vous avez 2 missions successives, ERS et Envisat. On a fait la série temporelle pour la trace ascendante et la trace descendante, hein, ces 2 séries, et comme elles n'ont que 36 heures d'écart, on considère qu'a priori les données sont comparables. Donc c'est d'un côté donc les points rouges et bleus ici, et les points violets et bleu pâle pour l'autre mission. Et vous voyez que l'écart quadratique moyen, à peu près pour ERS, qui était une mission un peu plus ancienne, donc on est à 40 cm entre les 2 séries, et on est à moins de 20 cm pour la 2e série. Donc pour une toute petite rivière qui fait à peu près 30 mètres de large, un satellite qui est à 1000 km d'altitude arrive très bien à récupérer les variations de niveau d'eau. Donc tout ça pour dire que maintenant on sait faire, on sait récupérer des hauteurs d'eau. Donc on est capable, vous voyez sur cet exemple du Congo, ça c'est la quantité de données que l'on avait à peu près au moment, je dirais, de la décolonisation, à la fin des années 70, dans les années 80, il y avait à peu près une centaine de stations de mesure, soit françaises, soit belges. Voilà, c'est quand même le 2e bassin fluvial de la planète. Voilà la situation que l'on a maintenant, il y a 3 ou 4 stations.
et encore, c'est pas évident d'avoir les données parce qu'il y a toujours des réticences nationales et tout ça à vous donner une copie de ces mesures. Par contre, du coup, avec l'altimétrie satellitaire historique que je vous ai présenté, les données en VSAT et tout ça, voilà ce que l'on a été capable de faire jusqu'à présent, donc quand même avoir un échantillonnage spatial nettement meilleur. Ce qui est vrai, pour être honnête, il faut dire aussi que c'est l'échantillonnage spatial. L'échantillonnage temporel est nettement moins bon. On a des séries avec des mesures tous les 10 jours, voire tous les 30 jours. Donc, c'est sûr que ça ne vaut pas des séries quotidiennes telles qu'on pouvait les avoir in situ, mais on a quand même une bonne distribution spatiale. On compense ça par une bonne distribution spatiale. Et ça, c'est ce que l'on va avoir à partir de cette année, puisqu'en mélangeant les données de la mission Copernicus que je vous ai présenté tout à l'heure, on a 2 satellites maintenant Copernicus qui sont en vol et qui collectent des données. Les données sont d'une telle qualité que l'on peut les sortir de façon complètement automatique avec la mission Jason 3. Et donc on est capable maintenant, sur le site web du laboratoire, on distribue ces données avec un délai de 3 à 4 jours. Donc tous les 3 à 4 jours, vous avez en gros une mise à jour de l'ensemble de cette base de données sur le 2e bassin du monde sur lequel il n'y a quasiment plus de mesures in situ. Il ne faut pas oublier que le bassin du Congo, c'est considéré comme une des seules sources possibles pour amener de l'énergie en Afrique. C'est parce que en particulier par l'hydroélectricité. Ce matin, il y a eu des questions sur le problème de détourner l'eau du Congo, de l'Ubangui, qui est l'affluent tout au nord du bassin, vers le Tchad et tout ça. Le problème jusqu'à présent qu'il y a, surtout, c'est qu'avec les données in situ, on n'a aucune connaissance du régime, de l'état hydrologique de ce bassin. On ne peut l'avoir que par satellite. Donc, alors, on sait qu'on peut avoir des hauteurs. Je vous ai dit, donc, l'idée, c'était de prendre des hauteurs, d'avoir des débits et de combiner les deux pour arriver à obtenir des règles hauteur-débit. Donc les débits, ce qu'on va faire, comme on n'a pas plus de mesures in situ de débit que l'on a de mesures de hauteur, on va faire tourner un modèle hydrologique en essayant au maximum de trouver un modèle qui lui-même est aussi basé essentiellement sur des données de terrain. Alors un modèle hydrologique, ça consiste à quoi? Ça consiste à arriver à faire couler l'eau, d'accord? Donc la première des choses qu'il vous faut, c'est un modèle numérique de terrain qui va vous donner un peu le relief dans tout votre bassin. Celui qui est le plus utilisé, c'est un modèle qui est issu de missions de la navette spatiale, qui s'appelle le SRTM, mais maintenant les gens, on en utilise d'autres, mais c'est juste pour donner une idée. À partir de ce modèle numérique et en combinant beaucoup avec de l'imagerie satellitaire, les images Landsat, par exemple, ce que vous pouvez voir typiquement sur Google Earth, vous pouvez récupérer le réseau de drainage dans tout ce bassin. Vous avez aussi beaucoup maintenant d'images satellitaires qui vont vous donner une idée de l'occupation des sols, de la végétation, et donc de qu'est-ce qu'il y a à la surface de votre bassin, qui bien sûr va interagir avec la pluie pour soit capturer la pluie, soit être en relation avec les sols pour en repomper une partie. Vous avez donc besoin de la nature des sols et des sous-sols. Bon, là, c'est putant par données satellitaires, mais bon, on a besoin de cette information. Et bien sûr, ce que l'on va avoir par la pluie, et ça, Marielle, on a pas mal parlé ce matin, bien sûr, c'est qu'on est capable maintenant d'avoir des champs de pluie qui sont composés à partir de données satellitaires. Donc, on a à peu près toute l'information, en fait, maintenant, venant des satellites, pour arriver à calculer, à passer de la pluie au débit sur un réseau de drainage. Et donc, on est capable, en faisant tourner ce modèle sur toute la partie commune, la partie de temps commune avec nos données altimétriques, on est capable de récupérer une valeur de débit au lieu et aux dates où on a des mesures altimétriques. Et donc, on peut reporter toutes ces valeurs sur un diagramme comme ça, entre la hauteur et le débit, et on va chercher quelle est la meilleure courbe qui s'ajuste à ça. Traditionnellement, les gens travaillaient avec des courbes qui sont de simples polynômes, qui avaient l'inconvénient quand même de ne pas avoir beaucoup de signification physique. Et donc maintenant, on essaye de travailler plutôt à partir de ce qu'on appelle l'équation de Manning, qui est une simplification en fait. Il y a un bout, désolé, il y a encore un petit problème de compatibilité, c'est pas grave. Il en manque un petit bout, qui est une simplification de l'équation de Barré de Saint-Venant, que je ne vais surtout pas vous expliciter, ce n'est pas tellement l'objectif, c'est juste pour lui rendre un petit peu hommage, parce que ça fait partie des grands savants, on pourrait dire français, qui sont assez méconnus et qui pourtant ont énormément contribué au développement donc, de la connaissance scientifique et mathématique au cours du 19e siècle. Donc, là où je voulais
en venir, c'est qu'une fois que l'on a réussi à établir cette relation, dans cette relation, en fait, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres que l'on va donc ajuster par des méthodes mathématiques, bon, sans trop rentrer dans les détails, mais qui vont nous permettre, une fois que l'on a déterminé ces paramètres de la relation entre les débits Q et donc les hauteurs altimétriques que l'on a. Je suis désolé, j'ai un petit souci des choses qui ne passent pas. C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir, une fois qu'on a établi cette courbe, chaque fois qu'on va avoir une hauteur altimétrique, ah oui, il paraît que j'ai un pointeur. Chaque fois qu'on va avoir une hauteur altimétrique, on pourra la reporter sur la courbe et regarder quel est le débit correspondant. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vu qu'on a des hauteurs, maintenant on est capable de distribuer automatiquement les hauteurs sur Internet, et bien ça revient en fait à distribuer directement des débits sur Internet via ces relations. Avec en plus, maintenant on essaye une information qui est pas négligeable, qui a longtemps été négligée, c'est qu'on essaye en plus de fournir une incertitude sur ces valeurs, parce que l'on sait maintenant qu'en fait la qualité et la précision que l'on peut avoir sur une information est largement aussi importante que l'information elle-même. Petit détail en plus, c'est que souvent les gens ils nous disent « Ouais, mais vous avez des hauteurs, ça on s'en fiche un peu de savoir si la hauteur de l'eau c'est au premier étage, deuxième étage du bâtiment. Ce que l'on veut savoir, voilà, est-ce que la bouteille est au premier étage ou au deuxième étage, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est la profondeur, quelle est la quantité d'eau dans la bouteille, la hauteur d'eau. En fait, en ayant travaillé sur des équations qui ont un sens physique, on est capable de récupérer en fait une hauteur de référence. Vous voyez que quand mes hauteurs sont égales à ce Z0, les débits sont nuls. D'accord ? Et donc, tout simplement, cette valeur-là, c'est la hauteur de la bouteille vide. D'accord ? Et donc, en faisant la différence entre toutes mes mesures altimétriques et cette valeur ici, qui correspond en fait à l'intersection de la courbe avec l'axe des débits, la valeur 0 du débit, eh ben, on peut convertir toutes nos hauteurs en débit. Et ça, c'est quelque chose qui parle vraiment aux opérateurs. Et donc, sur cet exemple-là, toujours pour revenir au Congo, voilà l'ensemble des points de mesure sur lesquels on est capable de calculer, de fournir des débits dans le bassin du Congo, avec une classification. Hein, je vous ai dit qu'on essayait de fournir en plus des estimations de qualité entre tous les points verts, là où on considère très modestement qu'on est excellent, les points jaunes où on considère qu'on est bon, en orange les points où on est moyen, et en rouge les points où effectivement il y a un petit souci, c'est les points qui sont verts. On a à peu près 300 points de mesure comme ça sur l'ensemble du bassin. Et donc, on considère que l'objectif est atteint. On sait convertir maintenant toutes les nouvelles mesures altimétriques des missions Copernicus, Sentinel-3, Sentinel-3B ou de la mission Jason 3. On sait le convertir en débit ou en profondeur en temps quasi réel sur l'ensemble du bassin. Et c'est typiquement ce qui va intéresser l'Agence internationale du bassin qui s'appelle l'Agence de la SICOS, avec laquelle on travaille. Un deuxième aspect de ça, c'est que, bon, je vous ai parlé jusqu'à présent que du débit liquide, mais il y a, Annie en a parlé aussi, c'est qu'il y a un autre aspect dans les débits qui est important, c'est les débits solides. C'est-à-dire quelle est la quantité de matière et de sédiments que l'eau va transporter. C'est par exemple une question essentielle quand on construit des barrages ou des choses comme ça. Il y a énormément de problèmes de barrages qui sont en fait liés au fait qu'on a mal estimé la quantité de sédiments transportés par les fleuves. Par exemple en Amazonie, où en fait le lac du barrage se remplit très très vite parce qu'on arrête l'eau, les sédiments tombent et le lac du barrage rapidement se remplit de sédiments. Donc, juste pour mentionner qu'il y a des travaux qui sont actuellement conduits sur ce problème-là, alors en utilisant de l'imagerie satellitaire, là on a complètement quitté l'altimétrie, on utilise l'imagerie satellitaire, par exemple l'imagerie MERIS de mission de l'ESA, maintenant remplacés par des nouveaux capteurs beaucoup plus performants, toujours pareil dans ces missions Sentinelle du programme Copernicus, hein, et qui en fait sont des appareils photo, si vous voulez, mais qui vont découper la lumière reçue par le satellite en bandes de fréquences. Hein, je vous ai mis ici, bon, ça, voilà, avec donc ces capteurs-là avaient une bande dans le bleu, pas grand-chose dans le vert, une bande dans le jaune, une bande dans le rouge, dans l'infrarouge ou dans le micro-ondes. Et quand vous regardez différents échantillons d'eau, là, c'est une figure faite sur des échantillons tests. Pour chacun des échantillons tests, vous voyez qu'en fonction de sa composition chimique, soit en matière organique dissoute ou en sédiment, vous allez avoir une réponse spectrale de votre échantillon qui va être différente. Et en fait, on est capable donc d'inverser le problème, de dire, OK, le satellite, il a vu telle réflectance, tel pourcentage dans la bande du bleu, du jaune, du rouge, de l'infrarouge, et on peut en déduire, donc, par inversion du problème, on sait dire quel était le sédiment ou la matière organique qui était dans l'eau, hein, telle qu'elle a été éclairée par le soleil, bien sûr. Ça, c'est du passif.
comme ce que vous voyez, ça c'est une image visible hein, de l'Amazone. Vous avez une rivière ici qui apparaît en trait noir, qui est le Rio Negro. Ici, vous avez le Rio Solimões. Ils sont de couleurs différentes, simplement parce que ce qu'ils contiennent, hein, ils sont éclairés par la même lumière du soleil, mais ce qu'ils renvoient est différent, puisqu'ils ont un contenu en sédiments ou en matière organique qui est très différent. Bon, ça c'est juste pour vous illustrer hein, ce que l'on sait faire, en ce point de mesure qui est ici, qui est très proche, c'est pour ça que j'avais choisi, il est très proche du point de mesure sur lequel je vous ai montré les mesures, l'amélioration de la qualité des mesures altimétriques. Et vous voyez qu'en fait, on est, en comparant à des prélèvements faits in situ hein, pour s'assurer, pour calibrer la technique, on voit qu'on est arrivé donc, à des résultats qui sont très satisfaisants. On est maintenant capable donc, de voir quel est le contenu en sédiment de l'Amazone à cet endroit-là. Et donc, la toute prochaine étape, ça va être de croiser ces concentrations en sédiments avec les débits que je vous ai présentés tout à l'heure pour arriver à passer à l'étape d'après qui est d'estimer non plus juste les débits liquides, mais aussi les débits solides dans les fleuves, ce qui est pour lesquels c'est quelque chose, il y a une très forte demande sociétale là-dessus. Alors, je vous ai présenté pour les sédiments, mais il y a aussi, bien sûr, au niveau de la qualité de l'eau, une question qui est extrêmement importante, c'est la qualité biologique des eaux. Donc là, c'est juste pour illustrer, hein, sur le suivi d'un bloom de phytoplancton dans un lac d'inondation qui s'appelle la Várzea de Curuai, qui est ici. Ça, c'est le fleuve Amazone, hein, le serpent là, bleu que vous voyez là. Et ici, il y a un grand lac d'inondation qui est en fait alimenté uniquement quand l'Amazone déborde en crue. L'eau de l'Amazone rentre dans ce lac. Et vous voyez donc, voilà. Donc quand c'est du bleu, c'est qu'il n'y a pas de bloom de phytoplancton. En vert, c'est quand ce bloom, et vous voyez donc ce bloom qui va se développer, qui mange petit à petit toute la zone de début, il n'y avait rien. Vous voyez que ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à occuper quasiment l'ensemble de ce lac. Puis après, bah, ça redisparaît, la floraison disparaît et on revient à l'état initial. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer qu'on est... voilà. Le dernier élément, donc ces données, ce qui est important aussi, c'est de voir comment on peut croiser toute cette information issue des satellites avec la modélisation et en particulier notre capacité à modéliser un bassin, une rivière. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, juste pour illustrer. Sur le Pô, c'est la rivière Pô ici, dans le nord de l'Italie. Et on va regarder comment on arrive à améliorer la restitution des débits à Borgo Forte, qui est donc voilà, une des villes. Donc toutes ces traces ici, c'est toutes les traces où en fait on a des passages de satellites. Et ce que je vais vous montrer là, c'est comment en fait on arrive à améliorer la restitution des débits à Borgo Forte, qui a priori, on va partir d'une solution très basique, hein, donnée par un modèle, et on va assimiler donc, ces données altimétriques, données satellitaires dans ce modèle pour améliorer les débits que l'on va comparer. Bon, on a choisi ce point-là parce qu'on avait un point de comparaison et c'est donc pour voir jusqu'à quel point on était capable de progresser. Donc voilà, la courbe de départ, on est parti de la courbe en bleu clair, vous voyez, donc avec un modèle vraiment extrêmement basique. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est la série observée sur place, d'accord, c'est la courbe noire. Et alors la courbe rose qui est ici, je vous ai passé un petit peu toutes les étapes de départ, c'est la courbe que l'on a obtenue après le passage d'une première série de satellites. On a obtenu, donc vous voyez cette courbe rose qui est déjà pas si mal, mais on voit bien qu'il y a encore pas mal de manques, hein, ici qui sont dans ces ronds. Voilà, vous voyez, là, le pic est mal restitué. Ici, on a un pic qui est par contre qui est trop fort. Ici, on a vraiment un manque. Donc, on n'a pas, après ce premier passage de données satellitaires, on n'a pas réussi. Donc, on essaye, et c'est ce que je vous montre ici juste pour illustrer, on essaye une deuxième série de données satellitaires pour voir si on arrive encore à améliorer. Et vous voyez que là, mince, on est arrivé à restituer beaucoup mieux. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer à quel point on est capable maintenant d'utiliser ces données pour améliorer les modèles hydrologiques. Même si on part de modèles qui sont extrêmement basiques, forcer ces modèles avec des données altimétriques est extrêmement puissant pour restituer l'hydrologie des bassins. Donc, alors, vous avez déjà vu cette figure plusieurs fois, hein, donc on va faire assez vite. Effectivement, là, je vous ai parlé essentiellement donc, de comment on arrive maintenant à reproduire les eaux de surface par altimétrie ou par combinaison d'altimétrie avec d'autres capteurs. Bien sûr, le problème se pose de façon beaucoup plus complexe, puisqu'on a les eaux de surface, l'altimétrie nous a donné donc, les hauteurs. On peut combiner, bien sûr, avec de l'analyse. Il y a énormément actuellement de travaux d'imagerie qui vont nous donner les variations d'inondation, hein, de surface inondée dans les bassins. Ça, c'est un exemple sur le bassin du Gange. Hein. Vous voyez donc à peu près avec
des figures régulières dans le temps, et on voit, quand ça passe en rouge en bas à droite, c'est qu'on a amélioré, et c'est qu'effectivement la surface inondée a beaucoup augmenté. Mais je vais faire en plus un petit focus oui, on en est, sur effectivement la mission Grèce, qui est, comme Annie l'a beaucoup présenté, qui est vraiment une mission extraordinaire. Bon, on est compte qu'on est capable, enfin moi je trouve ça toujours incroyable qu'on soit capable de voir les variations de masse d'eau qui perturbent l'orbite d'un satellite qui est à 200 km d'altitude, quoi. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et donc, je vais vous illustrer ça sur un exemple en Inde, où en Inde, effectivement, Grace a permis d'identifier qu'il y avait un défaut de masse assez dramatique au nord-ouest de l'Inde, qui se retrouve ici, vous voyez, avec ses couleurs rouge sombre dans cette partie autour de New Delhi. Et il se trouve qu'effectivement, c'est une zone qui, en fait, où il faut voir, c'est qu'au moment où l'Inde a décidé sa révolution verte, il a fallu augmenter énormément les surfaces cultivées en Inde. Et du coup, l'Inde a décidé de cultiver des zones qui étaient des zones à indice d'aridité important et donc qui étaient effectivement des zones peu cultivées pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans ces zones-là. Enfin, l'eau ne reste pas en surface, l'eau n'est pas stockée en surface, donc n'était pas propice à l'agriculture. Et donc, tout simplement, comme il fallait quand même augmenter les surfaces agricoles pour pouvoir nourrir tout le pays, tout simplement, ce qui a été décidé, c'est de creuser des puits. Parce que rapidement, ils ont pu constater, c'est ce qui est montré ici, c'est que faire des canaux pour faire passer l'eau des rivières, ça ne suffisait pas. Creuser des petits puits, ça ne suffisait pas. Donc, ils ont fait ce qu'on voit ici, c'est la courbe rouge, les tube wells, où ils ont creusé à peu près 25 millions de puits. Et alors, 25 millions de puits, effectivement, c'est très efficace, mais c'est dramatiquement efficace. C'est illustré sur un exemple ici qui n'est même pas dans la zone la pire, où je vous ai montré la solution Grèce, qui est un petit peu plus au sud. Mais vous voyez, en vert ici, vous avez le niveau de la nappe en haut d'un petit bassin. Vous voyez que ce niveau, depuis 2010, le niveau... Alors, quand je dis le niveau de la nappe, excusez-moi, ça veut dire la profondeur par rapport à la surface. Donc, quand vous êtes en haut du bassin, voilà, vous avez que la nappe est à peu près à 40 mètres de profondeur. C'est quelque chose de naturel, c'est logique, il n'y a pas de souci. Et en 2019, on est à peu près toujours à la même profondeur. Donc, bien sûr, on est en tête de bassin, on est tout en haut. Il n'y a pas d'agriculture qui a été développée dans cette zone-là, ce n'est pas intéressant. Maintenant, ces courbes-là, elles, c'est des courbes donc, du niveau piézométrique, donc du niveau de la nappe en bas du bassin, là, donc, dans la zone qui est la zone cultivée. Et vous voyez donc en bas du bassin, naturellement, avant que l'on se mette à exploiter cette zone de façon intensive, la nappe était plutôt plus proche de la surface qu'elle ne l'est en tête de bassin. C'est naturel aussi, quand vous êtes dans le creux du bassin, tout en bas, là où coule la rivière, en fait, la nappe est en équilibre avec la rivière, donc elle est très peu profonde. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec tous les pompages qui ont été faits, le développement des pompages qui a été fait dans cette zone, vous voyez que, alors de temps en temps, vous avez une bonne mousson, si je peux me permettre, qui réalimente la nappe, mais globalement, on voit bien que la tendance est à une décroissance dramatique, l'approfondissement dramatique de la profondeur de la nappe, et on atteint maintenant à peu près 50 mètres de profondeur. Et donc, c'est un système catastrophique et sans fin, quoi. Plus on pompe, plus il faudra pomper, et ainsi de suite. Et en particulier parce qu'une fois que la nappe est devenue si profonde, elle a décroché du contact avec la rivière. Et au moment de l'étiage, c'est-à-dire quand il ne pleut plus, où en fait c'est la nappe qui est censée maintenir de l'eau dans la rivière, simplement par équilibre de pression entre la rivière et la nappe, comme la nappe est trop profonde, voilà, ça c'est ce qui s'appelait une rivière, mais qui n'a plus rien à voir avec une rivière. Donc c'est la situation extrêmement courante que vous rencontrez maintenant en Inde. Et donc, encore une fois, c'est en fait... Alors, la situation du Gange et de l'Inde est effectivement la situation la plus dramatique, mais on s'aperçoit qu'effectivement, l'impact des activités anthropiques, tel que ça a été vu, en particulier grâce à Grace, c'est qu'il y a énormément de grandes nappes, de grandes aquifères mondiales qui ont baissé de façon assez dramatique, que ce soit en Chine, en Inde ou en Amérique. Voilà. Là, je crois que j'ai encore le problème de compatibilité. Ce que je voulais vous montrer, donc vous allez me croire, c'est que l'on est donc capable, je suis désolé, c'est des animations, mais elles ne passent pas. C'est que, voilà, ici, je vous avais représenté, pour revenir sur ce bassin du Congo, qu'on est donc capable de mesurer les variations de surface grâce au traitement des images satellitaires. On peut faire une carte quasiment quotidienne sur des années et des années de la surface inondée. Vous voyez qu'ici, en fait, en bleu, c'est quand pour chaque pixel,
la surface inondée est assez faible, et en rouge, c'est quand quasiment tout le pixel, qui représente à peu près 700 km², est inondé. Alors, vous auriez dû voir donc, que ça varie en fonction de la saison des pluies, de la saison sèche, sur plusieurs années. Bon. Si on croise cette information avec l'information de hauteur que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez qu'on peut arriver à calculer en fait, des volumes. Là, ici, pareil, avec un code de couleur, on a des faibles volumes quand c'est les points bleus et des volumes beaucoup plus importants. Bon, on est dans la cuvette centrale du Congo. Ici, on peut avoir des volumes extrêmement importants et ces volumes vont varier entre le cycle annuel du bassin. Donc, ici, on a le volume. Et si on, avec Grace, je vais essayer quand même celui-là, on ne sait jamais. Avec Grace, non, ça ne veut pas. On peut avoir de la même façon une carte de la variation du stock d'eau dans l'ensemble du bassin. Ce qu'on aurait dû voir ici, c'est qu'en fait, on voit, comme c'est un bassin qui est à cheval sur l'équateur, en fait, on voit aussi que ce stock d'eau, il oscille entre la partie nord et donc la partie hémisphère nord et la partie hémisphère sud. On voit que le stock d'eau oscille dans l'ensemble du bassin et qu'il va augmenter et diminuer en fonction de la saison. Ce qui fait qu'en fait, on peut, en faisant la différence entre le volume d'eau de surface et les variations totales de stock d'eau, vous voyez qu'on peut séparer la partie surface et la partie profonde, un peu comme Jean-François l'a montré ce matin. Et donc, le stock d'eau de surface, c'est la courbe noire, celle qui... voilà, celle-là. Ça, c'est les variations du stock d'eau de surface intégrées sur l'ensemble du bassin. La variation totale vue par Grace, c'est la courbe bleue. Si vous faites la différence entre les deux, vous obtenez la courbe rouge. Et donc, comme en fait, ce que Jean-François l'a montré ce matin sur le bassin du Tchad, en fait, vous voyez que quand il y a des variations de stock d'eau à l'échelle du bassin, c'est essentiellement dans la nappe, dans les eaux souterraines que ça se passe. Ce que l'on voit en surface, et qui peut être déjà assez dramatique, en fait, ça peut être assez, une partie, ça représente 10 à 15% seulement de l'ensemble des variations. Et quand on regarde, en fait, donc il y a des moments, vous voyez, qu'on est plutôt, par rapport à une situation moyenne, en excès, et il y a d'autres moments où on est en déficit. En fait, si on peut croiser ça avec, effectivement, les index climatiques. Ici, ce que je vous ai présenté, c'est le Indian Ocean Dipole, qui est un index un peu comme celui du El Niño pour le Pacifique. Celui-là, il est plus spécifique à l'océan Indien. Mais de la même façon, quand il est rouge, en fait, ça correspond pour l'Afrique à des zones, à des fortes pluies. Et quand il est bleu, à plutôt des périodes de sécheresse. Et on voit qu'effectivement, ces variations, donc excès d'eau dans le bassin, déficit d'eau, sont extrêmement liées aux variations indiquées, variations climatiques capturées à partir de l'état de l'océan Indien. Donc, pour finir, pour conclure, je voudrais donc rappeler qu'à l'échelle mondiale, la quantité de données disponible, libre et gratuite, parce que c'est un élément important, en particulier pour faire de la recherche, et ce nombre est très en deçà des enjeux et de la demande sociétale, donc pour qu'on puisse apporter des réponses éventuellement à la demande, et donc pour caractériser l'impact du changement climatique dans les grands bassins hydrologiques. Et donc, heureusement qu'on est à même maintenant de faire un suivi complémentaire à partir de l'apport des données satellitaires. Et je voudrais en profiter pour dire un grand merci aux agences spatiales, parce qu'on a toujours tendance, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup, c'est assez facile de critiquer l'Europe, mais l'Agence spatiale européenne, c'est quand même quelque chose, on peut voir, d'une belle réussite et qui a su prendre des décisions il y a longtemps. Pareil pour l'Agence française, d'ailleurs. Et voilà, juste pour dire qu'en plus, il y a le feu au lac, quoi. Voilà, merci.